Ils vivent entre deux mers, sur des terres presque toujours battues par les vents. Mais ils sont considérés comme des champions du bonheur. Les Danois sont classés parmi les peuples les plus heureux au monde. Un bien-être qui les remplit d'énergie. Aucune tâche n'est trop rude pour ces descendants de Vikings. Et le plus bel itinéraire touristique du pays nous conduit à travers d'impressionnants paysages. La route Marguerite. Elle était censée relier une centaine de sites remarquables. Il serait plutôt au nombre de 1000 si l'on en croit les Danois. Ces 3500 km traversent la partie occidentale du pays et nous mènent au cœur d'une population qui a trouvé son bonheur sur la terre ferme. Notre itinéraire commence juste après la frontière avec l'Allemagne, au bord de la mer des Wadden. C'est ici que vit Ingvar Jensen. La route Marguerite est l'axe principal de ses déplacements. Juché sur son vieux tracteur, il l'emprunte quasi quotidiennement pour rejoindre son lieu de travail au bord de l'eau. Pour moi, le principal intérêt d'habiter ici, c'est d'être au grand air, dans un environnement sain et beau. Nous avons 2 fils de 26 et 28 ans. Ils profitent de la nature autant que moi, et de plus en plus avec le temps. C'est une chance d'avoir pu leur offrir ce cadeau du ciel, cette richesse, des valeurs dont ils ont beaucoup à apprendre. C'est ce qu'on apprécie tous dans la famille. La tendance générale est plutôt de partir en ville, mais moi, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Ingvar Jensen mène une existence rythmée par les saisons. Il est gardien au parc national des Wadden. Au printemps, il sort en mer presque tous les jours, à l'heure où la marée commence à descendre. C'est la saison où les femelles phoques viennent mettre bas sur les bancs de sable. Des mammifères qui sont à nouveau nombreux dans les parages. Pour Ingvar Jensen, c'est le signe d'une nature intacte. Être tout le temps en mer, c'est extraordinaire. Ça fait autant de bien au corps qu'à l'esprit. Il y a l'air, l'espace, cette nature immense. C'est vraiment très agréable, ça me remplit de gratitude. Et je n'en ai jamais assez. Plus je suis dehors, mieux c'est. Il faut tenir compte de la météo, mais là, quand le temps est comme aujourd'hui, du soleil, pas de vent, c'est super d'être ici. Les bancs de sable se trouvent à l'écart des zones touristiques. Seuls les gardiens ont le droit d'y aborder. Ingvar a pour mission de veiller à ce que la nature puisse suivre son cours. Quand on repère un petit isolé, on va vérifier comment il se porte. S'il a l'air costaud et bien nourri, tout va bien. Mais s'il est faible et à demi mort de faim, on l'achève. On préfère ça plutôt que d'attendre que les mouettes viennent lui dévorer les yeux. Il vaut mieux encore se servir d'un fusil. Aujourd'hui, Ingvar Jensen n'a pas eu à tirer. Dans la cuisine des Jensen, Britta, la femme d'Ingvar, prépare le dîner. Des huîtres ramassées par son mari sur les fonds de la mer du Nord. Quand on a des invités, on leur dit d'apporter leur vélo et on s'en va, à 6, chercher des huîtres avant de faire la cuisine tous ensemble. On s'organise comme ça des fois. C'est tout simple, mais ça fait plaisir. Après, on cuit les huîtres et on se fait un bon petit repas. Ce soir, justement, un dîner festif est prévu chez les Jensen. Là, on met un peu d'aneth et ensuite, j'ajouterai de l'estragon. Autrefois, il n'y avait pas d'huîtres par ici. Mais depuis un certain temps, la côte ouest du Danemark en regorge.
Ingvard connaît les zones où elles prolifèrent. Il n'a qu'à se baisser pour les récolter. Elles sont arrivées du Pacifique il y a des années, accrochées à la coque des navires. Et l'espèce est invasive. Ingvard dit souvent de cette région côtière qu'elle est un garde-manger naturel. Ceux qui profitent de ses largesses doivent aussi la protéger. En été, il ne faut pas les consommer. Des algues pénètrent à l'intérieur des coquilles. C'est toxique, on peut en mourir. Si on en mange beaucoup, évidemment. C'est pour ça qu'on les ramasse uniquement en automne et en hiver. Il faut en manger une crue. C'est un challenge pour tous ceux qui les ramassent. En rentrant chez lui, Ingvard fait un petit détour par une boutique tenue par une passionnée de vin. Tu serais d'accord pour un petit échange? Un échange? De belles huîtres contre une bouteille de bon vin blanc. Ça oui, volontiers. Super! C'est du meilleur. Quand j'ai un poisson en trop, je l'apporte à un voisin qui me rendra l'appareil un jour. Et si je n'ai rien en échange, aucune importance. C'est plutôt pour se faire plaisir entre amis. On se fait des petites surprises. Ça peut être aussi un beau bouquet de fleurs. J'aime bien rapporter des fleurs à la maison. Certains pays scandinaves envisagent de supprimer totalement l'argent liquide. Le gouvernement danois réfléchit à la question. Sur ce point, Ingvard Jensen a manifestement de l'avance. Voilà les huîtres. Les convives sont là depuis un petit moment. Les deux fils, Jeppe et Thomas, avec leurs épouses. Et Ronja, la petite fille des Jensen. Ce soir, on a une belle table bien remplie, on est en famille et on déguste de bonnes choses trouvées dans la nature. C'est une grande satisfaction de pouvoir nourrir toute la maisonnée, avec ce qu'on est allé chercher en mer par exemple, ou ce qu'on a rapporté de la chasse. Pouvoir s'alimenter par ses propres moyens, même si ça paraît un peu primitif, c'est quand même extraordinaire. D'avoir en plus une femme qui se débrouille comme un chef pour préparer tout ça, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux dans l'affaire. Les Danois ont un adjectif bien à eux, hygelig, pour qualifier l'ambiance chaleureuse de ces soirées que l'on passe en famille ou entre amis et qui jouent un rôle essentiel dans leur art de vivre. Ribe, la ville la plus ancienne du pays, est notre prochaine étape sur la route Marguerite. La journée est pluvieuse. Au Danemark, il pleut en moyenne 150 jours par an. Pas de quoi entamer la bonne humeur des Danois, même s'ils sont obligés de patauger dans la boue. Comme ici, les archéologues de l'université d'Aarhus. Sous la houlette du professeur Søren Sindbæk, les étudiants retournent un parking de la petite cité actuelle, dont le port était autrefois le plus important de la mer du Nord. Les colorations variées du sous-sol pourraient correspondre aux traces de différentes époques. Ici, on voit comment les choses ont évolué au fil des siècles, parfois pacifiquement, parfois de manière dramatique. À un moment donné, cette zone a été fortifiée. Ensuite, elle est devenue un cimetière. Puis, on y a construit des bâtiments. C'est cette histoire de la ville que nous reconstituons. Maria Knudsen assiste aux fouilles pour le compte d'un musée. Elle exhorte les étudiantes à soigner un peu plus leur travail. La documentation historique ne saurait tenir compte de la pluie. Ce temps-là est parfait pour l'archéologie. En fait, quand on doit fouiller un sous-sol sablonneux comme celui-là, s'il fait chaud et sec,
La surface se dessèche et les matières s'envolent. On n'y voit rien et il devient très difficile de creuser. Alors on supporte volontiers un peu d'humidité. Au moins la terre se maintient au sol. Évidemment, l'idéal serait qu'il pleuve la nuit et qu'il fasse sec dans la journée. Ce serait plus agréable. Les tombes d'un cimetière récent apparaissent dans la couche supérieure. Mais à peine 1 mètre plus bas, d'autres traces sont visibles. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Des éclats de céramique beaucoup plus anciens que les tombes. Cet endroit servait peut-être à des échanges commerciaux. Ce qu'il y a de fascinant dans l'archéologie, c'est ce côté Sherlock Holmes, qu'on puisse s'interroger devant les objets. Et il y a encore un instant ici, tout ce qu'on voyait, c'était des traces dans le sol. Mais quand on regarde bien, et si on se pose les bonnes questions, on voit émerger un élément de connaissance historique. Non, non, non! Ne passe pas par là avec ta boîte. Faire la différence entre du sable et des vestiges historiques est loin d'être simple. Søren Sindbæk et Maria Knudsen s'efforcent de sensibiliser les étudiants aux finesses du métier. Dans quel coin du Danemark aurait-il plus de chances d'y parvenir qu'ici, à Ribe, la plus vieille ville du pays? C'est passionnant d'explorer notre passé, notre culture, la vie des gens d'autrefois, l'histoire qui nous a menés là. C'est intéressant et très important de savoir d'où on vient, pourquoi on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Søren Sindbæk attribue sans hésitation certaines trouvailles du parking à l'âge des Vikings. Mais l'un des fragments découverts se révèle une énigme. Un morceau de jarre en terre, sans doute fabriqué ailleurs. C'est un type d'argile qu'on trouve plus au sud, qui n'existait pas au Danemark. C'est très bien fait. Cette pièce a été façonnée sur un tour de potier, ce qui n'avait pas cours ici à cette époque. Et là, on voit qu'il était peint. Ce genre de motif, ce type de cuisson, et le caractère de l'ensemble, avec ce fragment, je pense qu'on remonte au XIe siècle. Quand je l'observe, j'ai une impression de déjà-vu. Je vois quelque chose que je connais, qui me raconte une histoire familière. Pas à pas, Søren Sindbæk décrypte les faits du passé. Ces hommes de pierre qui, du haut de leurs 9 mètres, regardent stoïquement la mer, sont devenus l'emblème de la ville d'Esbjerg. La route Marguerite passe directement au pied de ces géants de calcaire. Nous quittons le littoral pour explorer l'arrière-pays. Lars Thorsen monte tous les jours dans ces dunes. L'allure de son cheval est propre à la race islandaise et porte un nom particulier, le tölt. À cette allure-là, ce qui est épatant, c'est qu'on se tient tout tranquillement en selle, on est juste assis. Pour illustrer la chose, il y a un exercice qu'on appelle le tölt à la bière. Il consiste à monter un verre de bière à la main. Il faut partir au tölt sans que le verre déborde. Et on y arrive. On a fait un concours, pour rigoler bien sûr. C'est caractéristique du tölt. On avance en restant paisiblement assis. Depuis bientôt 40 ans, Lars et sa femme Bente élèvent des chevaux islandais. À l'époque, c'était une race de chevaux exotiques. On s'y est mis presque par hasard, et depuis c'est devenu très courant. Maintenant, plein de gens ont des chevaux islandais, au Danemark et ailleurs. Mais pour nous, ça a été un concours de circonstances. Dès le début, Bente s'est amourachée de ses petits chevaux. Et même si aujourd'hui elle ne peut plus monter à la suite d'un accident d'équitation, ces animaux font pour elle définitivement partie de cette vie rêvée près de la mer du Nord. Bente et Lars se sont rencontrés il y a 40 ans dans une école d'art. Ils travaillent ensemble la céramique. Lars utilise la cendre des arbres coupés sur la propriété pour fabriquer le glacis spécial qu'il applique sur ses poteries. On se sert exclusivement de matières premières naturelles.
comme le silex, le cobalt, la cendre et certains types de feldspath, ce qui nécessite des températures de cuisson très élevées et évite le dégagement de produits chimiques dans les aliments qu'on conserve dans les récipients. Que ce soit du pâté dans une coupelle ou du vin dans un pichet. Avec le plastique ou d'autres matières, on a toujours un minimum d'émissions. Ce n'est pas le cas avec notre céramique. Même sans additifs chimiques, les pièces uniques créées par Lars et Bente présentent après cuisson des coloris chatoyants et durables, d'une tenue suffisante pour résister au lave-vaisselle. Les deux céramistes se sont vite fait une réputation dans la région. On n'a jamais regretté de s'être installé ici. Au début, les gens disaient, entre autres l'agent immobilier qui nous a vendu cet endroit en 1979, « Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ici, dans les bois? Vous n'aurez pas de clients. » Mais ils se trompaient, complètement. En fait, nous avons beaucoup de clients réguliers. Enfin, il y en a qui font une apparition tous les 2 ans en passant dans les parages, ou d'autres qui sont venus ici en vacances. Ils rentrent dans l'atelier et ils nous disent « On a acheté un truc chez vous il y a quelques années. » C'est comme ça tout le temps. Les gens reviennent au bout de 20 ans et nous racontent qu'ils pensent tous les jours à nous en buvant leur thé dans un service qu'ils ont acheté chez nous. Depuis que Bente ne monte plus, elle rend souvent hommage aux chevaux islandais en immortalisant leur silhouette si particulière sur des pièces de céramique. Ça me plaît toujours autant. Je ne me lasserai jamais des chevaux, ni de la céramique. Je suis absolument certaine que le choix que j'ai fait il y a 40 ans était le bon. Puisque je prends toujours autant de plaisir à m'exprimer à travers la poterie. Cette idée de motif a fait recette. Le couple vend ses céramiques en marge des nombreuses manifestations équestres qui sont organisées au Danemark tout au long de l'été. Celui-là est vraiment beau. Ceux-là aussi. Ces bols sont très jolis. Ce n'est pas le genre de métier qu'on fait pour s'enrichir au sens propre. Mais entre les chevaux et cet atelier, on est riche de ce qu'on vit, pas vrai? Nous, on trouve qu'on a une belle vie. Ça ne pourrait pas être mieux. En ce sens, on est des nantis. On a notre potager, on est content de se lever le matin. Ça nous va comme ça. Se satisfaire de ce que l'on a. D'après les études menées sur le sujet, quiconque parvient à ce stade est tout proche du bonheur à long terme. En remontant vers le nord, la route Marguerite mène vers le Limfjord, qui relie mer du Nord et Baltique et partage en deux la péninsule danoise. Le pont qui enjambe le détroit de Salling, suffisamment célèbre pour figurer sur les billets de 50 couronnes, nous conduit à l'île de Morse. Une fantaisie de la nature a doté ce lieu d'une particularité géologique, des strates d'un type rare, que les paléontologues nomment molaires. Il y a des millions d'années, des algues siliceuses et des cendres volcaniques se sont mélangées dans les eaux d'une mer intérieure avant de s'accumuler ici à l'âge de glace. Pour Henrik Madsen, cette carrière est une aubaine. Il vient tous les jours y rechercher des traces d'êtres d'une autre ère, les vestiges d'une faune vieille de plus de 50 millions d'années. Je sais dans quelle strate je vais aller regarder. Certaines sont comme les pages d'un livre qu'il faut feuilleter. Parfois, il suffit d'en casser un morceau avec les doigts et on découvre quelque chose à l'intérieur. L'arête d'un gros poisson, voire un poisson entier, ou un oiseau, ou encore une tortue. Et c'est ce qui est intéressant, de continuer à feuilleter ce livre. On finit toujours par trouver quelque chose. Oh, un poisson! Magnifique! Il y en a beaucoup par ici. C'était un fond marin dans lequel se sont déposées d'énormes quantités d'algues, comme de la neige qui aurait recouvert les poissons morts. Ils se sont trouvés enveloppés et intégrés au fond marin. Ensuite, la glace les a poussés
et l'excavatrice les a ramenés vers la surface. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est l'aider un peu avec le marteau. L'empreinte de ce hareng préhistorique trouvera sa place au musée du Molaire. Henrik, qui n'a jamais mis les pieds à l'université ni étudié la paléontologie, en est le directeur. Mes connaissances sur les fossiles, je les ai acquises par moi-même, en lisant des livres et des publications. Il fallait bien que je sache ce que j'avais découvert au juste. J'ai été obligé de m'y plonger pour identifier les types de poissons, d'insectes et d'autres espèces que j'avais l'habitude de trouver. Au moment où je suis devenu directeur du musée, j'avais déjà découvert beaucoup de spécimens qui ont été inscrits au patrimoine biologique du Danemark. Avant que le fossile ne soit exposé, Henrik le débarrasse soigneusement des restes de sa gangue minérale. Les objets dans les vitrines donnent aux visiteurs une petite idée de la faune qui existait ici il y a 50 millions d'années. Des créatures qu'Henrik éveille à la vie grâce à ses talents de narrateur. Vous pouvez y aller. Enlevez les couvercles. Il ne risque pas de s'échapper. Le nombre de fossiles découverts par Henrik se monte à quelques milliers. Plus d'une centaine ont été classés au patrimoine culturel national par les autorités danoises. Ça, c'est une carapace de poisson. Et de l'autre côté, il y a un coprolithe, c'est-à-dire une crotte de poisson. Mais voici sa découverte la plus volumineuse dont il est particulièrement fier. Ce tarpon fait à peu près 1 mètre de long. J'ai d'abord découvert la partie médiane qui était au-dessus, puis j'ai mis 2 jours à trouver le reste. Cette passion que j'avais depuis le collège, j'ai pu en faire mon métier. Évidemment, j'ai eu beaucoup de chance. Je m'y suis intéressé pendant de longues années et je suis tombé sur quelques spécimens importants. Et puis on m'a proposé ce poste. C'était du taillé sur mesure. En 17 ans, j'ai dû prendre 2 jours de congé maladie en tout et pour tout. La satisfaction au travail dans un métier auquel on trouve un sens. D'après les spécialistes du bonheur, c'est une situation idéale. En suivant notre route vers le nord, nous parvenons à Rubjerknude, l'une des plus grandes dunes mobiles d'Europe. Elle progresse d'environ 10 mètres par an en direction du nord-est. En 1968, son avancée a entraîné la désaffection du phare. À la pointe septentrionale du Danemark, la Baltique et la mer du Nord s'affrontent. La trace des vagues qui s'entrechoquent se prolonge loin sur les eaux. La région est connue pour sa lumière estivale incomparable. Le 23 juin, 2 jours après le solstice d'été, le Danemark tout entier fête le plus long jour de l'année. Partout dans le pays, on se rassemble autour de grands feux de joie. Comme ici, à Skagen, la ville la plus nordique du Danemark. Nous aimons notre pays, mais jamais tant qu'à la Saint-Jean, dit une chanson du poète Holger Drachmann, entonnée en chœur à cette occasion par les habitants de tous les coins du pays, y compris par la famille de Susan Lang. Quand on est là à chanter ensemble ces couplets tellement danois, on ressent fort notre appartenance à ce pays. J'en suis tout émue. Je me sens en communion avec tous les Danois. Et puis c'est la fête de l'été, c'est merveilleux. Tous les ans, je me réjouis à l'avance de cette journée. La lumière est vraiment extraordinaire ici. La Saint-Jean est, avec le soir de Noël, la fête la plus importante du pays. La lumière, si particulière, attire de nombreux vacanciers. Avec sa croix blanche sur fond rouge, le Dannebrog compte parmi les drapeaux nationaux les plus anciens du monde. Accroché à la porte d'un magasin, il signifie que le commerce est ouvert. Susan Lang est devenue joaillière après avoir suivi des études d'architecture. Son atelier, un petit pavillon dans le quartier du Vieux Skagen.
Je crois que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et moi, j'adore fabriquer des bijoux, être indépendante, avoir ma liberté. Au lieu de rester enfermée dans un bureau de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi tous les jours, surtout en été, je décide moi-même de mes horaires et de mon rythme de travail. Et puis, ces pièces que je fabrique sont achevées au bout d'1, 2 ou 3 semaines. Alors que dans le bâtiment, pour arriver au bout d'un projet, il faut des mois, voire des années. C'est une grande satisfaction. Sa spécialité, des pièces uniques qu'elle façonne pour ses clients selon leur personnalité et leur goût. Ma récompense quand je réalise un bijou, ce n'est vraiment pas l'argent. C'est le plaisir qu'expriment mes clients quand je leur remets une de mes créations. C'est un vrai bonheur de les voir repartir ravis du bijou que j'ai fabriqué spécialement pour eux. Le bruit court que la famille royale danoise aurait déjà fait appel au service de Suzanne Lang. Toujours en quête d'idées nouvelles, la joaillière trouve l'inspiration en remontant dans le passé ou tout simplement au sortir de l'atelier en gravissant la colline. La première fois que je suis venue à Skagen, j'avais 6 jours. Et puis il y a 2 ans, je me suis mariée ici, en plein air. Une cérémonie très simple mais merveilleuse pour moi. Cet endroit est l'un des plus beaux que j'ai vus dans le monde. Nous quittons la pointe nord du Danemark et poursuivons notre itinéraire vers le sud. C'est le territoire de Jantetrop, de petits bois de conifères qui régulièrement défient les tempêtes. Jantetrop est garde forestier. Sa mission, la protection de l'autour des palombes. Tout a commencé dans une bibliothèque. Un jour, je suis tombé sur un livre, L'autour des palombes. Je l'ai emprunté et je l'ai lu chez moi. C'était à l'automne 1975. Et au printemps suivant, en 1976, je vais me promener dans une forêt et je trouve mon premier nid d'autour. À partir de là, tout s'est enchaîné. Jantetrop passe toute l'année dehors, dans les bois, à chercher les nids récents ou anciens. Il s'agit pour lui de savoir où s'annoncent des petits. Ce qui n'est pas simple pour une espèce si farouche qu'elle est surnommée le fantôme des forêts. Le problème, c'est qu'ils sont très discrets. On dit que la principale caractéristique de l'autour des palombes, c'est qu'on ne le voit jamais. Mais justement, je trouve ça passionnant de travailler sur un oiseau qui vit caché. Même s'il y a du monde dans la forêt, personne ne le remarque. Il est vraiment difficile à localiser. C'est beaucoup de travail. Il doit y avoir 1 ou 2 petits, peut-être 3. La dernière fois que je suis passé, ils étaient encore trop jeunes. Mais là, je vais grimper et jeter un coup d'œil. Jantetrop a l'intention de baguer les oisillons. Pour ce faire, il doit escalader le tronc jusqu'à une belle hauteur. Évidemment, quand on grimpe dans les arbres, il faut faire attention de ne pas tomber. Je vérifie l'état des branches. Elles doivent être assez solides. Il faut savoir lire l'arbre, c'est la condition pour éviter la chute. Là, il y a quand même 12 ou 13 mètres. Ce ne serait pas rien de dégringoler. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Depuis qu'un de ses collègues a été victime d'une chute malgré son harnais de sécurité et que l'assurance a refusé l'indemnisation sous prétexte d'une mauvaise utilisation du matériel, Jantetrop préfère grimper sans assurage et tester la fiabilité des branches une à une en les frappant du poing. Et voilà,
Cette année, 2 oisillons occupent le nid. Leur bec et leurs serres sont très acérés et l'ornithologue n'est pas à l'abri d'une blessure. La mère n'a pas d'odorat. Elle ne fait pas la différence entre les petits et nourrit tous ceux qui sont dans le nid. Du coup, si on a des oisillons à caser, on peut lui en rajouter 3 ou 4. Elle leur donnera à manger, pas de problème. Pour baguer les petits, Jan Teutrop préfère redescendre. Revenu au sol, l'ornithologue fait une découverte. Je ramasse les plumes. Je m'en sers pour identifier mes oiseaux. Parce qu'à partir de la 3e année, le plumage est propre à chaque individu et reste le même tout au long de sa vie. Et donc, en regardant les plumes d'une année sur l'autre, je peux savoir si un oiseau a été remplacé. Remplacé pour une espèce aussi sédentaire, ça veut dire que l'oiseau est mort. Le moment est venu de s'occuper des petits. Ils sont bien nourris, ces deux-là. Ils seront les numéros 71 et 72 de l'année 2015. 2 mâles. On le reconnaît à la taille de leurs pattes. Les mâles sont nettement moins gros que les femelles. Je suis fier de ce que je fais. Cette année, j'ai bagué mon 3 millième oisillon. On ne doit pas être nombreux à pouvoir en dire autant. Pour moi, c'est une grande satisfaction. J'ai l'impression de beaucoup contribuer à la connaissance de cette espèce. Il y a eu tellement d'histoires à son sujet. Parce que c'est un rapace qui mange tout ce que les hommes voudraient garder pour eux. Il s'attaque facilement aux basses-cours, aux poules, aux pigeons et aussi aux faisans, d'où de gros problèmes avec les chasseurs. Il a fini par disparaître de nombreux endroits où il a été éliminé de manière illégale. Et voici Jan Teutrop reparti pour escalader son arbre. De nouveau, il doit éviter les branches vermoulues et se hisser à 13 mètres de hauteur. Tout ça pour le bien de ces bestioles farouches et griffues qui lui tiennent tant à cœur. Je ferais bien 40 ans de plus comme ça. Sincèrement, c'est ma passion. Bien sûr, en fin de saison, on est un peu fatigué. Il faut dire que j'y passe entre 600 et 700 heures l'été. Mais dès que le printemps revient, je suis sur le pied de guerre et j'y retourne. 3000 oiseaux bagués et la certitude d'avoir œuvré pour que l'espèce survive. Voilà, dit-il, sa meilleure récompense. Des signes gravés sur 2 pierres runiques édifiées par le roi Gorn et son fils Harald à la dent bleue constituent la première source écrite où figure le nom du Danemark. Ces 2 monolithes, que les Danois considèrent comme le certificat de naissance et de baptême de leur pays, se trouvent à Jelling, lieu où furent inhumés les 2 rois. Une étape de plus sur le tracé de la route Marguerite. Ce vaste mémorial, dégagé à la suite de fouilles entreprises en 2006, se présentait à l'époque viking sous la forme d'une immense coque de navire. Le site est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Notre voyage se poursuit vers le sud. Nous arrivons sur les bords du fjord de Vejle, chez un viking bien vivant, Finn Ulbæk, dont la propriété s'étend jusque sur la rive du majestueux bras de mer. Pour cet homme de 52 ans, cultiver l'histoire familiale ne relève pas uniquement d'un devoir, c'est aussi une opportunité. Je représente la 19e génération vivant sur cette terre. On peut remonter l'histoire de la ferme en droite ligne jusqu'en 1135. Ici, on a toujours fait de l'agriculture. Mais de nos jours, ce n'est plus vraiment possible. Donc, j'ai choisi d'aborder les choses sous un autre angle. Je propose aux entreprises des activités de renforcement d'équipe dans un cadre viking et médiéval, ce qui explique la tenue dans laquelle vous me voyez. Vêtu de cottes de mailles et armé d'épées authentiques, Finn Ulbæk et son fils Morten s'entraînent à l'art du combat. Une tradition qui coûta jadis leur tête à bon nombre de leurs aïeux.
Sissel, la fille de la maison, fait elle aussi des incursions régulières dans l'univers viking, y compris les armes à la main face à son père. Je dirais que j'aimerais voir le sang viking battre plus fort. Ce qui nous manque, c'est tout simplement d'être un peu plus sauvage, plus libre, d'oser faire ce qu'on veut vraiment. Tout ça est malheureusement un peu en retrait. C'est génial parce qu'à l'époque viking, les femmes avaient un rôle complètement différent de celui qu'on leur a laissé à d'autres périodes au Danemark. Et dans le monde en général, on se retrouve avec un pouvoir et une force inhabituels. La fidélité aux vieilles traditions tolère quelques exceptions de détail. Pour s'entraîner au maniement de la lance, Finn Ulbeck n'estime pas nécessaire de faire galoper un cheval dans l'herbe mouillée. Ce serait alourdir inutilement la difficulté de l'exercice. Le problème, c'est que si les gens s'assoient dans une salle de séminaire, l'ordre du jour est fixé et les interventions sont rédigées d'avance. C'est pour ça que j'ai choisi de planter un décor en plein air qui les ramène 800 ans en arrière tout en les faisant bouger. Ils ne peuvent pas deviner d'avance ce qu'on va leur proposer. Du coup, ils se détendent et ça améliore l'ambiance de travail et la communication aussi. Bienvenue à la ferme Ulbeck. Vous êtes prêts? Parmi ses clients, les plus grandes entreprises du Danemark. Les salariés convoqués sont censés intégrer à leur quotidien high-tech les nobles vertus d'ancêtres moins civilisés. Ici, vous avez des épées et tout ce qu'il faut. Servez-vous. L'idée a son charme. Nombreux sont les participants qui viennent régulièrement se replonger dans l'univers viking. Mesdames et messieurs, voici à présent un carré délimité par 4 pièces de bois. Vous devez y entrer tous ensemble et réduire sa surface au maximum. Faire revivre sur le mode ludique cette époque révolue. À première vue, le concept est simple. C'est un bon exercice pour amener les gens à rompre la glace. En temps normal, on évite plutôt de se toucher si ce n'est pas nécessaire. Or ici, on est presque obligé de se prendre dans les bras. Du coup, c'est un excellent démarrage pour une journée de communication. L'aspect sportif n'est qu'un prétexte. Le but poursuivi, c'est d'aborder les tâches collectivement. 1, 2, 3. Oui, c'est bien, super. Et maintenant, ce serait parfait d'arriver à ressortir du carré sans tomber. L'épreuve suivante joue beaucoup sur la maîtrise de soi. Écoutez tout le monde, nous allons procéder à une petite démonstration. Voilà un fier jeune homme qui a une pomme posée sur son aume. Et nous, avec l'arc et les flèches, nous allons la faire tomber. Qui a envie d'essayer? Toi? Allez, vas-y. La légende de l'archer auquel on ordonne de viser une pomme posée sur la tête de son fils existe aussi au Danemark. Voilà, tu tends la corde. Je vise? Pas besoin, tire. Dans la version danoise de cette histoire, qui se déroule bien sûr du temps des Vikings, l'archer est un incorrigible ivrogne. C'est une épreuve pleine de sens. Le fait de risquer d'être touché par la flèche illustre la nécessité de réagir à ce que disent les autres. Quant à celui qui tire, il va lui aussi prendre soudain conscience que ce qu'il dit a de l'importance. Qu'au lieu de lancer des propos devant les collègues à la pause, il faut s'adresser directement à l'intéressé. C'est un exercice utile dans beaucoup d'entreprises. Dans la légende, l'archer atteint la pomme du premier coup. Je fais exactement ce que j'aime. Je suis fidèle à ce qui me passionne. Et comme disaient les Vikings, fais ce en quoi tu crois, puis ce qui te fait envie, et tu seras heureux. En poursuivant notre route vers le sud, nous atteignons Middelfart. Les vieux gréements ancrés dans le port rappellent l'âge d'or de cette ancienne cité marchande. Henrik Traugut Ulsen, voulant stopper l'œuvre destructrice du temps sur les navires abandonnés, s'est adressé personnellement au ministère danois de la Culture. De cette initiative est né un fonds de préservation des voiliers anciens.
Remettre en état des vieux bateaux en bois, ça m'a toujours démangé. Quand on regarde un bateau en bois et un autre en fibre de verre qui se déplacent sur l'eau, c'est le jour et la nuit. Ces vieux gréements appartiennent à notre patrimoine culturel et nous assurons le relais pour que les prochaines générations aient une idée de ce qu'étaient ces bateaux d'autrefois. Il a bénéficié de ce fonds pour la restauration de son propre bateau, l'Aventura, qui navigue désormais. Durant les mois d'été, il sort en mer presque quotidiennement. Bienvenue sur ce bateau. Mon nom est Henrik. Et là, vous voyez passer Kurt, mon second. Nous allons faire de notre mieux pour que cette promenade vous soit agréable. Henrik propose des excursions d'observation des marsouins. Le détroit du Grand Belt, entre Zélande et la Fionie, sert de pouponnière à cette espèce. Ça fait 11 ans que j'emmène du monde en mer et j'ai toujours réussi à repérer des marsouins à chaque sortie. J'ai 3 heures devant moi, j'y arriverai. Croyez-moi, ça vaut la peine. On voit bien le courant par là-bas et les marsouins viennent en bande jusqu'à la jonction entre le courant principal et le sillage du bateau pour chasser les poissons qui se sont regroupés dans les remous. Je dirais qu'en ce moment, il doit y en avoir 80 à 100 qui se baladent dans la zone. Après la saison de la mise bas, entre mai et juillet, cet endroit est l'un de ceux au monde où les cétacés sont les plus nombreux. Mais ces animaux craintifs ne font que de brèves apparitions. Henrik, soucieux que ses passagers aient suffisamment de spectacle, tape sur un seau pour attirer l'attention des moutons qui pâturent sur une île inhabitée. Le troupeau lui appartient. Je fais ça pour les faire venir. Ils croient qu'ils vont avoir à manger. Quand je vais les voir, je tape sur le seau tout en leur donnant leur fourrage. Donc ils associent les deux. C'est devenu un réflexe. Mais ni les passagers ni le capitaine ne sauraient se satisfaire de quelques moutons. Henrik continue à chercher les petits cétacés. Leur longueur ne dépassant pas 1,80 m, il s'agit d'être attentif pour avoir une chance de les apercevoir. Ces sensations, ça me rappelle un peu l'époque où j'allais pêcher l'anguille tout gamin. On quittait la maison au lever du jour. Il fallait commencer par tirer sur la mare. On était assis dans le bateau, il était exactement comme celui-ci. On sentait le soleil qui montait dans le ciel, qui commençait à nous réchauffer. Et rien que ça, ce décor, la nature, c'était de sacrées sensations. Les Danois et la mer, l'union parfaite.